bienvenue au Jeudi du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, communication, économie, RH, les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, nous accueillons Guillaume Coudray, médiateur au sein du groupe Médiation, ainsi que Catherine Dalichou, salariée du CNEAP, chargée de mission de l'accompagnement des établissements. Nous allons ce soir parler donc de médiation. La médiation, de quoi parle-t-on? Comment se met-elle en place? Pour quels résultats? Et est-ce obligatoire? Autant de questions que nos deux intervenants vont se proposer de répondre. Je vais dès à présent leur laisser la parole et puis vous allez avoir apparaître sur votre écran la possibilité de répondre à des sondages. Nous vous invitons fortement à y répondre. Ça va aider nos intervenants à mieux calibrer leur prise de parole. Merci et nous nous retrouvons pour un temps de questions-réponses que j'espère nombreuses à l'issue de la présentation de nos deux intervenants. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Guillaume, je te laisse te présenter. Eh bien, donc Guillaume Coudray, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Qui je suis donc en quelques mots, donc je suis médiateur en entreprise. J'ai commencé à me former à la médiation il y a une dizaine d'années au CMFM et puis au CNAM. On parlera peut-être un peu plus tard des formations si vous avez un intérêt pour ce sujet précis. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne les individus et les collectifs, surtout les collectifs de travail en situation de changement et de crise, donc dans les organisations, à la fois dans le privé, dans les collectivités et dans le monde associatif aussi. Voilà, et j'ai un point particulier d'attention sur les problématiques de dialogue social, donc les problématiques entre direction et représentation du personnel, voilà. Voilà en quelques mots. Et puis dans mon ancienne vie, j'ai travaillé en tant que chef de projet pendant une quinzaine d'années. Voilà. Et j'ai rejoint Groupe Médiation donc en 2022, c'est assez récent, un petit peu plus d'un an maintenant. Et quelques mots peut-être sur Groupe Médiation. Donc c'est une association qui a été créée en 2004, donc qui est assez ancienne, presque 20 ans, et qui rassemble une douzaine d'intervenants issus de divers environnements professionnels, mais qui a la particularité en fait de réunir à la fois des médiateurs, on va dire de métier, des médiateurs expérimentés, et d'anciens cadres de l'enseignement catholique, donc des personnes qui ont eu des fonctions en tant que chef d'établissement, directeur diocésain éventuellement, chargé de mission, responsable de tutelle, etc. Et qui sont donc, on va dire, plutôt familiers des rouages un peu de l'institution. Voilà. Voilà, et donc Groupe Médiation, c'est une association qui est indépendante de l'enseignement catholique, mais qui bénéficie quand même d'une convention qui est régulièrement renouvelée avec le secrétariat général de l'enseignement catholique. Voilà en quelques mots, et je pourrais répondre à vos questions si vous avez besoin de plus de précision un peu plus tard. Voilà. Merci Guillaume. Alors moi, Catherine Dalichou, vous me connaissez pour certains. Je suis chargée de mission au sein du CNEAP. Je suis moi aussi formée à la médiation au CNAM. J'ai beaucoup travaillé en amont avec le groupe médiation quand j'étais dans un temps où je travaillais au secrétariat général de l'enseignement catholique. Et aujourd'hui, au sein du CNEAP, en fait, j'accompagne des établissements qui sont en crise, en difficulté, en conflit, pour permettre peut-être de mettre en place des médiations, en tout cas d'arrêter le conflit pour être plus serein. Alors, on peut regarder le sondage peut-être. Oui, peut-être, effectivement. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de répondre à cette première question qui était, je crois, donc est-ce que vous êtes familier La avec médiation, ça vous parle? Ça vous On n'a parle? eu qu'un seul votant, malheureusement. Oh zut! C'est trop tard là pour Je relance le second. Ouais. Bon, on reviendra donc peut-être dans un second temps par rapport à la deuxième question qui vous sera proposée. Un premier slide, effectivement, pour parler de qualité relationnelle, donc très en lien avec ce qu'est finalement la médiation.
Alors finalement, quelles que soient les causes, les raisons, d'une dégradation d'un climat relationnel, ça peut se traduire par différents symptômes, différents effets au niveau de l'organisation. Je dirais à 2 niveaux. Donc il y a un premier niveau qui impacte, les relations interpersonnelles, donc entre les hommes, les femmes qui travaillent au sein de l'institution. Et puis il y a un deuxième niveau qui est vraiment l'impact pour l'organisation elle-même. Alors, quels sont finalement ces signaux, hein, qu'on appelle aussi les signaux faibles? Bah, ça va être effectivement une forme de méfiance, accrue au sein de l'organisation, une rupture du dialogue, un conflit parfois ouvert, voilà, entre, 2 personnes, mais aussi au sein d'une équipe ou entre équipes. Et on peut, bah, finalement identifier tout un tas de signaux comme ça qui pourraient nous mettre un peu la puce à l'oreille et nous faire dire: «Bah, il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne». Donc si je prends des exemples très concrets, ça va être dans une organisation, bah, une communication qui va commencer à se concentrer autour de l'écrit et autour du mail, par exemple. Une communication qui est faite uniquement par mail, des responsables qui sont mis en copie de manière systématique, et puis de manière plus large, voilà, une forme de refus de la coopération, des écarts de langage. Une équipe qui ne se parle pas depuis, 7 ans, par exemple, une équipe d'enseignants qui ne se parlent pas depuis 7 ans. Voilà, je dirais, par exemple aussi des clans, hein, ça c'est souvent le cas finalement, hein, autour de difficultés. Bien on note finalement le clivage en fait entre, je sais pas, des enseignants, entre enseignants ou entre les enseignants et l'équipe éducative. Enfin là, on voit effectivement des polarités qui se créent comme ça. Et puis moi je pense aussi à des formes un peu plus dures, mais c'est quand même, ça devient assez fréquent. Bah, des pétitions, des courriers anonymes, des révélations dans la presse. Et puis il y a aussi maintenant, un point qui devient aussi important, c'est les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux avec voilà, des choses qui peuvent, apparaître sur les réseaux sociaux et qui sont, de nature à alimenter justement le conflit. Hem, il y a aussi un point, puisque c'est un organe, central dans la vie de l'organisation, donc le CSE, ça peut aussi, se manifester sous forme d'alerte CSE. Voilà, à un moment donné, bah, une situation qui remonte et les représentants du personnel, s'en saisissent et font remonter ça en CSE. Donc, on voit bien que finalement, il y a voilà, des impacts qui peuvent être, qui peuvent se créer entre les personnes. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'organisation? Beh, effectivement, ça va être des formes de dysfonctionnement, très centrées sur le blocage finalement, le blocage d'un projet, le blocage d'une gouvernance par exemple, voilà, une impossibilité à prendre des décisions, ça va être, voilà, les effets, les symptômes principaux. Et puis d'autres effets, on va dire plus, du côté des RH, hein, bah, des arrêts maladie. Peut-être Catherine, tu pourras compléter, mais voilà, Oui, des démissions, du mal-être au travail, des rendez-vous chez le médecin du travail, des démissions, oui, des et je choses qui pense font que les ouais, je pense aussi aux plaintes pour harcèlement qui sont des choses qui reviennent aussi, voilà. Et puis des menaces de grève aussi, ça peut être ça, voilà. En tout cas, pour l'institution aussi, ces problématiques-là, en fait, de dégradation du climat relationnel vont se traduire par un coût humain, on l'a vu, mais aussi un coût financier, voilà, avec une mmh. situation de blocage, une incapacité à aller de l'avant et à pouvoir accompagner les changements et les défis, qui arrivent en ligne de mire. Qui peuvent aller même dans des blocages de gouvernance, notamment, un conflit entre un président, un chef d'établissement ou un conflit entre une équipe et un chef d'établissement qui peuvent aussi, bloquer, complètement, le bon fonctionnement de l'établissement. Ouais, ce qui est important effectivement peut-être de préciser, moi je parle de l'institution, mais l'institution c'est effectivement, très large et ça peut être, effectivement un conflit qui dépasse le cadre d'un établissement donné, mais qui Mmh. va se situer entre, par exemple, un chef d'établissement et un président d'OJEC. C'est tout à fait aussi, envisageable.
Donc tout ça pour poser un petit peu le cadre d'intervention, et de la médiation. En fait, dans la majorité des cas, bah, on est quand même relativement outillé, en tout cas on l'espère, pour faire face au conflit. Mais il y a certaines situations effectivement dans lesquelles le conflit s'est tellement, dégradé, la situation est tellement dégradée, le conflit est peut-être même enquisté et les émotions sont tellement prégnantes finalement que le dialogue il est rompu et il est impossible à rétablir. Finalement les personnes elles ont plus le recul je dirais nécessaire, raisonner et pour entendre l'autre. Et dans ces cas-là, et bien, ça peut devenir intéressant finalement de faire appel à quelqu'un, d'extérieur, à un tiers. Donc il y a différents niveaux, je dirais, d'intervention. Le tiers, ça peut être l'autorité, donc ça peut être effectivement aller, chercher quelqu'un qui fait autorité, un responsable, voilà, je sais pas, le directeur diocésain, qui peut à un moment donné effectivement, qui a la capacité en tout cas d'effectuer un arbitrage ou de trancher. Premier niveau. Ça peut aussi être, et là Catherine, je te laisserai peut-être compléter, bah, faire appel à un médiateur interne justement, Mmh. voilà, qui va aussi, avoir, comme rôle d'intervenir et de voir dans quelle mesure, il ou elle peut aider. Et puis, je dirais en dernier recours, il y a aussi la possibilité de faire appel à un tiers extérieur à l'organisation. Et c'est finalement, bah, dans ce cadre-là que nous, médiateurs au sein de groupe médiation, nous intervenons. Voilà. Heu, Lorsque finalement, hem, on juge qu'une intervention externe, extérieure à l'institution est nécessaire. Voilà, peut-être pour poser les bases. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par médiation? En quoi ça consiste? Peut-être que Alors, qu'est-ce qu'on entend par médiation? Alors la médiation, déjà, on vous rappelle que nous, on parle de médiation entre adultes. On ne fait pas de médiation entre élèves. Il y a d'autres acteurs qui forment des élèves pour être médiateurs dans la cour de récréation, Génération Médiation, enfin il y en a pas mal qui existent. Nous, on n'intervient qu'entre adultes. Voilà, c'est un constat, on n'intervient pas auprès des jeunes. Donc en fait, là, on voit, avez-vous déjà eu recours à la médiation? Sur les votes, il y a 40 de personnes qui auraient déjà eu recours à la médiation et 60 qui n'en auraient pas eu recours. Et il y en a pas qui y pensent, mais bon, on pense que ceux qui n'ont pas répondu, y pensent peut-être. Donc en fait, la médiation, en fait, elle est soutenue par le désir des personnes d'arrêter le conflit. On est en conflit et ça met en difficulté tout le monde et ça met en difficulté d'abord les personnes. Donc, si on fait une petite définition, c'est un processus de dialogue coopératif et confidentiel qui aide à rétablir la relation entre les acteurs par l'intervention d'un tiers médiateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe médiation a beaucoup été acteur lors de la réécriture des statuts de l'enseignement catholique en 2013 pour pouvoir rajouter un article qui est l'article 83 où on parle de médiation, la possibilité d'avoir recours en médiation. Et l'article, je vous le lis parce qu'il est assez intéressant. En cas de désaccord, voire de crise, les personnes peuvent être accompagnées sous la forme d'une médiation. Il s'agit d'un processus volontaire et confidentiel, guidé par un tiers indépendant et impartial. Les décisions et accords qui interviennent sont le seul fait des personnes concernées par la médiation. Et cet article, me semble, intéressant de pouvoir avoir introduit au sein de l'enseignement catholique, la possibilité d'avoir recours à la médiation en cas de conflit. Et pour terminer, la médiation permet aux parties de sortir de leur position pour aller sur le terrain des besoins et des valeurs et dans le meilleur des cas, d'ouvrir ensemble un champ d'opportunités nouvelles et insoupçonnées. On va voir après que en fait la médiation, c'est un domaine de créativité merveilleux. C'est-à-dire que les gens, après s'être entendus, après avoir, entendu l'autre, et entendu leur conflit, peuvent aller chercher des ressources, des solutions pour, pouvoir en fait s'entendre, peut-être pas sur tous les domaines du conflit, mais pouvoir avancer ensemble
et pouvoir rétablir, la relation entre les personnes. On En fait, le médiateur, c'est ni un expert, ni un juge, ni un arbitre, mais en fait, c'est quoi un médiateur, Guillaume? Je réponds tout de suite, j'avais coupé mon micro. Hem, alors, peut-être une chose effectivement qui me venait aussi, Catherine, en t'écoutant et qui me semble importante par rapport à la médiation, avant que j'oublie, je le dis maintenant, Mmh. c'est qu'effectivement, en tout cas, nous, au sein de groupe médiation, c'est, pour nous, primordial effectivement de rappeler ça. La médiation, pour nous, elle se tient en lien avec l'institution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose Mmh. qui est importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une convention avec le secrétariat général, qui nous, qui nous, autorise justement à intervenir, mais elle va pas remplacer non plus les instances de décision, les instances légitimes qui sont déjà, en place dans l'organisation. Voilà, donc c'est vraiment un espace qui, qui est créé lorsque le conflit est présent et lorsqu'il y a besoin effectivement d'intervenir, mais ça va pas remplacer, le CSE, le comité de direction et cetera. Donc ça me semblait aussi important de le préciser. Alors le médiateur, qui est le médiateur? Eh bien, ça peut être, toi Catherine, ça peut être moi, donc des hommes, des femmes qui intervenons en tant que tiers. Peut-être déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a, suivi une formation. Alors les formations aujourd'hui sont, diverses et variées, mais c'est quelqu'un qui est formé à la médiation, qui est soumis aussi à un code, national de déontologie et qui, et ben, régulièrement, participe à des séances d'analyse de la pratique, pour, effectivement aussi travailler, sur sa propre, pratique et sa propre posture, je dirais, dans le cadre des accompagnements qu'il peut faire. Quelques piliers, effectivement du médiateur, donc il y a la question de l'indépendance. Donc l'indépendance, c'est effectivement le principe de n'avoir aucun lien avec les acteurs en conflit, voilà. Le deuxième, ça va être l'impartialité. Donc l'impartialité, c'est, ben, voilà, en tant que médiateur, je suis autant avec l'un qu'avec l'autre, hein, et lorsqu'un groupe est présent, eh bien, il y a une forme d'équidistance du médiateur vis-à-vis des personnes qui l'accompagnent. Et puis la neutralité, et la neutralité, moi, je l'appliquerais plutôt du côté des solutions. Donc Catherine parlait de la phase effectivement de créativité et de recherche de solutions. La neutralité, ça va être une neutralité totale, effectivement, vis-à-vis des solutions qui seront, proposées, inventées par les acteurs. Et effectivement, ce qui est important de souligner, c'est que le médiateur hem, n'est pas là pour, faire un audit ou faire une analyse, je dirais, du problème, mais il est là simplement pour garantir un cadre d'échange justement propice à cette recherche de solutions. D'une part hem, à l'écoute et à la parole et puis, bah, sur cette base, de pouvoir effectivement co-construire, que les personnes puissent co-construire ensemble, et se projeter, un peu plus sereinement sur l'avenir. Et Hem et le principe de confidentialité, Ouais, Guillaume, tu effectivement, donc il y a un autre principe, merci Catherine de le rappeler, qui est le principe effectivement de la confidentialité. Donc en tant que médiateur, ben, on s'engage à la confidentialité des échanges. Donc ça, c'est un point, aussi qui est primordial, hein, parce qu'il va aussi assurer une forme de sécurité des acteurs, une forme de confiance, des acteurs, vis-à-vis du médiateur. Et donc la confidentialité, elle va s'appliquer, à la rencontre de médiation. On va voir un peu plus tard finalement les différentes étapes, mais mmh. à la rencontre de médiation, mais aussi en amont lors des entretiens préparatoires et lors des entretiens, tout court. Voilà, donc il y a pas de, heu et cette confidentialité, elle sera aussi, demandée finalement aux participants. Mmh. Et on peut dire aussi que cette confidentialité est aussi demandée à un médiateur institutionnel comme au groupe médiation. Généralement, nous ne remontons, à nos responsables s'il y a, ou au secrétariat général que des préconisations ou plutôt des généralisations sur,
il y a un conflit là avec une équipe, là ça pose un problème, parce que c'est une coordination entre des chefs d'établissement qui ne s'entendent pas, voilà et c'est plutôt pour trouver des solutions, RH et autres et d'avancer, sur d'autres, façons de travailler, souvent dans la gouvernance aussi, mais on va pas donner, des éléments, confidentiels de nos échanges avec, toutes les personnes en conflit. Voilà, on ne livrera rien du contenu, voilà, de ce qui nous a été livré, Mmh. des sujets qui ont été amenés. Voilà, ça appartient, à ces temps de médiation ou aux entretiens, individuels. Mais, effectivement, nous, on restera vraiment centré sur l'accompagnement des personnes, donc, vraiment sur la relation humaine Mmh. et sur la conduite du processus de médiation. Mais pas du tout sur le litige ou sur l'objet finalement, du conflit, qui a pu naître entre les acteurs. Voilà. Un point aussi peut-être, alors c'est en lien avec le processus, mais, je ne sais pas toi Catherine, comment effectivement les médiations, comment tu interviens, mais au sein de groupe médiation, donc le médiateur finalement intervient à 2 de manière systématique, Mmh. hein. Je disais que, finalement un des points forts en tout cas, c'est de pouvoir intervenir, en binôme. Alors ça présente plein d'avantages, le travail en binôme, au-delà du fait que ce soit passionnant parce qu'on a tous ces temps de régulation, d'échange entre nous. Ça permet effectivement déjà de travailler avec un groupe, lorsqu'un groupe est relativement important. C'est compliqué, hein, d'être seul, voilà. Il suffit que quelqu'un se sente pas bien, à 2, on a toujours effectivement un soutien. Et puis, on a un regard aussi, une sensibilité, différente, et on essaye autant que possible, en tout cas au sein de groupe médiation, de pouvoir faire intervenir quelqu'un qui est, médiateur par ailleurs et quelqu'un qui, a une connaissance, comme je l'expliquais, un petit peu plus, enfin une expérience en tout cas de l'intérieur, de l'enseignement catholique. Voilà, donc on Moi, apporte. j'en ai fait une, en comédiation avec, dans un établissement, agricole avec une personne du groupe, médiation et moi, ça m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, on avait des sensibilités différentes, on avait des axes différents et en fait, écouter à 2, à 4 oreilles et bien, c'est souvent apporteur de on a pu en discuter après, on avait des voilà, on a pu avancer ensemble, devant l'équipe parce que quand on a une équipe en face de nous, c'est pas toujours facile en effet d'avoir, Mmh. une attention à tous, quoi. Voilà et puis c'est vrai que, on essaye aussi, alors, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, de pouvoir intervenir, un homme et une femme. On parlait de sensibilité, c'est vrai qu'on Mmh. a chacun nos sensibilités, mais, hem, on est quand même, malgré nous, en tant que médiateur, enfermés dans la représentation que les acteurs ont de nous et la représentation qu'ils peuvent avoir de nous, c'est aussi finalement notre genre, voilà, un homme, une femme, hein. On remarque aussi, hein, qu'il y a beaucoup de conflits qui in voilà, qui intègrent cette composante-là, voilà, des gens qui vont, avoir, voilà, tendance peut-être un peu plus facilement à se confier vis-à-vis d'un homme ou d'une femme ou, des conflits qui ont fait naître justement des tensions, qui cristallisent un petit peu les choses autour du genre des personnes et donc, voilà, intervenir en binôme homme-femme, c'est relativement intéressant aussi, pour cette raison-là. Et Hem, du coup, ça se prépare comment une alors, médiation? comment ça se prépare une médiation? Hem, alors, peut-être déjà, ce qu'il faut préciser et ça, c'est vraiment un système qui est, spécifique à l'enseignement catholique, hein, que moi j'ai découvert, voilà, que je découvre encore même, je dirais. C'est ce fameux trépied, voilà, le trépied, tel qu'on l'appelle au sein de groupe médiation, et qui est composé, du chef d'établissement, qui est, responsable de son établissement, mais aussi de la tutelle, hein, la tutelle qui, voilà, donne cette lettre de mission, voilà, la Mmh. lettre de mission et qui porte, je dirais, un projet éducatif. Et puis, l'OGEC aussi, hein, le 3e pied,
qui est l'employeur et qui a une responsabilité juridique et financière. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de l'enseignement catholique. Et puis, en plus de ça, on pourrait même ajouter les représentants du personnel, les syndicats. Et tout ça, finalement, c'est un jeu d'équilibriste. Voilà, c'est un équilibre qui est parfois fragile. Donc ça, c'est un peu le contexte. Voilà. Comment se prépare une médiation? Il y a une phase, en fait, qui est la phase amont, qu'on appelle la phase de saisine. Donc c'est une personne qui va, finalement, lever la main, et nous solliciter, pour nous dire: «Voilà, là j'ai un souci, qu'est-ce qu'on peut faire?» Et ça peut être n'importe qui, hein, je dirais, de l'enseignement catholique. Ça peut être un directeur diocésain, mais ça peut être, un enseignant, ça peut être quelqu'un, ça peut être un personnel au GEC, voilà. Donc ça, la saisine, n'importe qui peut effectivement, faire une demande de médiation. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons été, sollicités, il va falloir identifier ce qu'on appelle le mandant. Donc le mandant, c'est qui va se proposer en tant que commanditaire, pour cette médiation. Qui va faire finalement la proposition de la médiation aux acteurs en question. Et ce qui est très important, c'est de trouver finalement, d'identifier un mandant qui est assez éloigné du conflit, voilà, qui est en tout cas extérieur au conflit, pour, on va dire, assez extérieur pour faire la proposition aux acteurs. Et là, finalement, on va travailler souvent avec, la tutelle, le GEC, plus rarement, mais ça peut être aussi le chef d'établissement, et on va, avec ce mandant, établir une convention d'intervention. Voilà, c'est vraiment la personne qui va porter à la fois le contrat d'intervention et qui va, agir en tant que proposition de rencontre, de médiation vis-à-vis des acteurs. Voilà. Si d'ailleurs, le la tutelle est trop impliquée dans le conflit, ça peut arriver, et bien on peut aller voir au-dessus de la tutelle, hein, pour effectivement L'évêque, par exemple. on peut aller voir l'évêque, voilà, tout à Mmh, fait. Très concrètement, ça arrive, voilà. mmh. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans certaines situations, et de plus en plus, nous on essaye de le porter de cette manière-là, c'est, la pertinence d'un comandat. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une personne, mais ça peut être intéressant justement d'avoir, plusieurs instances qui portent, qui représentent ce mandant. C'est-à-dire avoir, à la fois, la tutelle et le président d'OGEC, qui sont main dans la main pour faire cette proposition. Souvent ça conforte, ça solidifie la proposition, et voilà, donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Et du coup, il faut, quand même l'accord des personnes, autour de la table, parce qu'on ne peut pas Voilà, faire donc une il médiation. faut l'accord des personnes Mmh, autour de la mmh, table, tout à fait. Donc il y a effectivement, un double mandat, voilà, tel que c'est spécifié. mmh. Ce double mandat, c'est d'une part, l'identification de ce mandat, donc cette proposition, et ensuite le second mandat, ça va être le mandat des acteurs eux-mêmes. Voilà, est-ce que les acteurs finalement reçoivent cette proposition de médiation favorablement? Est-ce qu'il y a ce désir, hein, Catherine, tu parlais de désir d'aller en médiation. Est-ce que, voilà, les acteurs sont prêts et ont cette volonté à s'engager? Donc, comment ça se passe concrètement? Une fois que le mandant a été identifié, le mandant donc fait une proposition aux acteurs, et bien souvent lors des médiations collectives, la manière dont ça se traduit, c'est une réunion plénière avec le mandant plus quelqu'un de groupe médiation, enfin les médiateurs de groupe médiation qui viennent faire une petite introduction, et ensuite, il y a une phase d'entretien préparatoire avec les différents acteurs. Donc cette phase d'entretien préparatoire, elle est importante à plusieurs titres, hein. Elle va permettre, d'une part de nous présenter, nous en tant que médiateurs, d'expliquer ce qu'est la médiation, de valider aussi avec les acteurs que les conditions sont bien réunies pour qu'une médiation, puisse se faire. Est-ce que la médiation vraiment est appropriée? Et puis aussi d'identifier les acteurs, voilà, de permettre, aux acteurs d'avoir je dirais Et les on met éléments autour de aussi la en main, table, quoi. Mmh. voilà,
Mmh. pour dire, bah, finalement, oui ou non, on a envie d'entrer en médiation. Voilà. Alors on peut se dire qu'à la fin de ces entretiens préalables, la solution, c'est pas forcément la médiation. Parce qu'on peut se rendre compte Ouais. que, bah, finalement, c'est trop tôt, trop tard ou, c'est pas assez mûr pour que ce soit, la mise en place d'une médiation. Mmh. Mais si la médiation se déroule, en fait, c'est un moment, que je trouve, très important pour tout le monde d'ailleurs, le médiateur et puis, les personnes en présence. Si c'est une médiation interpersonnelle, déjà, souvent il faut trouver un lieu, en dehors du lycée, enfin du lieu du conflit, donc un lieu neutre qui soit ni, chez des personnes qui sont en conflit, mais dans un lieu neutre. Il faut, permettre aux gens d'arriver de façon, heu, sereine, enfin, c'est-à-dire de les rassurer. Donc généralement, on passe beaucoup de temps à installer, les chaises, à savoir où va être le médiateur, quand c'est un collectif, savoir qui on va mettre autour de la table, comment on va les mettre, où on va les placer, enfin voilà, parce que c'est important de savoir quand on est médiateur ou surtout comédiateur, où le comédiateur va se placer. Est-ce qu'il va se mettre à côté du médiateur? Est-ce qu'il va voilà. Donc il y a plein de choses à réfléchir et puis, on va en fait, l'idée c'est que chacun va s'exprimer sur son conflit, en partant du principe que ce qu'il va dire, c'est sa vérité. Donc le médiateur n'est pas un juge, hein, il raconte quelque chose, voilà. On va leur demander de s'exprimer de façon non violente, c'est-à-dire on n'interrompt pas l'autre, quand il parle et qu'on n'est pas d'accord. On ne parle pas de façon violente ou agressive. Et puis, ils vont chacun exprimer, leur conflit et bon, du coup, s'écouter, en tout cas, mettre en mots. Le médiateur va reformuler ce qu'il a entendu de chacun et là, ça s'appelle le grand saut dans le vide. Moi, c'est ce moment-là que j'aime beaucoup dans la médiation. C'est en fait trouver le fil qui va mettre en place la créativité de ces personnes. En disant: «Bah, oui, là, j'ai entendu que on n'était pas d'accord sur ce thème-là, et comment on peut avancer ensemble?» Donc en fait, on va leur demander, en tant que médiateur, on n'intervient absolument pas, si, ce qu'ils trouvent comme résolution est complètement en dehors du droit ou en dehors un truc infaisable et on va leur demander de pouvoir, trouver des solutions, créer des solutions et s'ils trouvent des solutions, on va leur demander si, est-ce qu'on écrit un accord? Certaines fois, un accord est écrit entre les parties en disant: «D'accord, on s'engage à mettre en place». Alors moi, je me souviens de quelque chose de voisinage où, en fait, il y avait du bruit, il y avait des fêtes d'un côté et de l'autre côté, des personnes qui avaient besoin de silence, voilà, donc ils s'étaient engagés, voilà, à changer les heures de fête, à le faire qu'une fois par semaine ou pas 7 jours. Bon, j'imagine que Guillaume, toi, tu as plein d'autres exemples sur, comment, les gens s'engagent, dans leur accord, enfin dans leur, pour remettre en fait, du dialogue entre eux. Ouais, bah, en fait, ça va être effectivement des accords qui portent sur un changement de fonctionnement. Donc ça va être, Mmh, bah, comme tu le disais, mmh, voilà, à l'avenir. Alors, il y a beaucoup de choses qui tournent quand même sur la manière de communiquer. Voilà, souvent, c'est voilà, on mmh, s'engage à communiquer de manière différente, voilà. Mais ça peut être aussi des réajustements en termes de fonctionnement. Hem Et puis, bah, voilà, il y a aussi, des choses qui peuvent être, du côté de la, enfin, qui peuvent être simplement remontées, parce que finalement, on peut aussi, imaginer et c'est aussi souvent le cas, mmh, qu'un accord, je dirais, très concret n'est pas forcément, envisagé, en tout cas à ce stade. oui, Mais par contre qu'on a réussi finalement par le biais de cette médiation à pouvoir se dire qu'on n'est finalement pas d'accord, on n'est toujours pas mmh, d'accord, mais ça a été dit de manière entendable.
Et on peut aussi envisager de faire, de co-rédiger finalement voilà, un petit compte rendu qui serait remis au mandant. Par exemple, voilà, si on décide de dire au chef d'établissement, faire remonter des choses au chef d'établissement, voilà, on va pouvoir le faire à ce moment-là aussi. Donc je dirais, il y a, l'accord n'est pas toujours un accord, je dirais formalisé et très concret par rapport à un nouveau mode de fonctionnement, mais ça peut être simplement un retour qui est fait aussi sur ce que les personnes ont vécu. Voilà. Donc il existe aussi d'autres façons, de faire de la médiation. On va aller un petit peu plus vite parce qu'on voit que le temps passe vite. On a beaucoup Ouais. parlé finalement, hein, Guillaume. C'est la médiation de projet. C'est-à-dire qu'en amont, d'un projet, alors, on peut parler de fusion d'établissements, on peut Mmh. parler de construction d'un établissement, on peut parler d'une fermeture d'établissement. Voilà, on se met, le médiateur là a un rôle un petit peu différent, c'est-à-dire que en fait, il voit qu'il y a que ça bloque, rien ne peut se faire. Donc en fait, on fait appel à ce médiateur pour, justement recréer un espace de parole, de confiance, redire, quel est le projet, redire, identifier là où ça bloque et puis, ça s'appelle démêler la pelote, comment on peut revenir, sur les systèmes de blocage, comment on peut recréer du lien, comment on peut recréer, l'idée de projet et du coup, ce projet permet, de reconstruire ou de co-construire à un moment donné où c'était bloqué, des éléments et en enlevant enfin tout ce qui était, difficulté. Donc moi j'ai vu des dans le groupe médiation a beaucoup travaillé sur des fusions d'établissements, sur, des rapprochements, d'organismes de formation, sur, des constructions de nouveaux, établissements. Mmh, Ouais, ça peut aussi être, tout simplement effectivement lors d'un changement de direction. Voilà, ça paraît tout oui. bête, mais effectivement, hein, on voit souvent des chefs d'établissement qui sont, on parlait de ce fameux trépied, qui sont souvent assez seuls au milieu voilà, à la fois de la tutelle, de l'OGEC et de Mmh, leur établissement et simplement, voilà, un changement de direction avec, par exemple, une lettre de mission qui pourrait être, voilà, il faudrait remettre un peu d'ordre dans cet établissement. Comment ça s'accompagne? Alors, la difficulté, c'est que bien souvent, effectivement, faire appel à un tiers, c'est aussi, ça peut en tout cas être vécu comme, une forme un aveu un peu d'échec, de ne pas pouvoir, finalement y arriver seul. Mais en tout cas, nous, ce qu'on remarque effectivement pour, rebondir sur ce que tu disais Catherine, le et c'est de là qu'est née la médiation de projet, c'est que, en tout cas, groupe médiation est souvent sollicité de manière très tardive, hein, voilà et mmh, les situations de changement, quelles qu'elles soient, sont des situations, de vulnérabilité. Voilà, en fait, il y a une forme souvent d'incompréhension, d'insécurité qui va naître et un équilibre qui, est relativement, relativement, comment dire? Hein, qui va être, fragile. mis à Mmh, mal. Voilà, c'est mmh, c'est c'est mmh, ces mmh. moments-là qui sont Ouais. finalement des moments un peu de Mmh, mmh, transition et mmh. qui ont besoin justement d'être accompagnés. Donc, et souvent, en fait, ce qu'on voit aussi, ça c'est quelque chose qui me vient en parlant, c'est que, lorsqu'on pense que tout est évident, voilà, que ça va fonctionner, souvent l'évidence, en fait, est une forme de danger. Voilà, on se dit Mmh, que, voilà, tout coule de source et la proposition de la médiation de projet, c'est aussi pour peut-être avoir, créé des espaces comme ça pour se parler, mais aussi pour se redire l'évidence. Et bien souvent, l'évidence, elle a besoin d'être parlée, elle a besoin d'être redite. On s'aperçoit souvent qu'elle est pas si évidente que ça et voilà, donc c'est un accompagnement qui se fait en amont du du blocage, hein, du conflit, mais qui effectivement s'apparente à de la facilitation, de et de l'accompagnement projet, ouais.
Eh bien, écoute, Guillaume, on va terminer sur ce. Ça file, ouais. Ça file beaucoup. Est-ce que on va passer, en fait, si vous avez des questions, sachant que si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, je sais que Céline pourra nous faciliter et on pourra répondre à toutes les personnes si nécessaire. Alors, pour l'instant, on a assez peu de questions, mais moi, j'en ai plein parce que j'ai pris plein de notes. On a en tout cas une première question qui en fait, j'avais un peu envie de vous la poser, donc on est plutôt en phase. La médiation aboutit-elle toujours à un résultat positif? Ah, la grande question. Est-ce qu'avant d'engager une démarche, on peut se dire et on peut savoir que ça va réussir? La proposition de la médiation, moi, ce que j'ai envie de répondre, après je te laisserai peut-être, Catherine, répondre, mais c'est avant tout déjà une posture et une manière, je dirais, c'est une stratégie pour, à un moment donné, faire face à une difficulté. Et c'est vraiment la stratégie effectivement de la collaboration, et aussi de la responsabilisation. Voilà, la médiation va permettre aux acteurs vraiment de prendre en main à la fois les solutions, mais voilà, de manière très concrète, ce qu'ils veulent faire de la situation. Et je dirais, c'est avant tout ça, en fait, la médiation. C'est, au-delà de se dire: «Est-ce que ça va réussir?» C'est, bah, quelle est la posture? Quelle est la, mmh, la manière, avec laquelle je vais envisager la situation? Après, la question de la temporalité en médiation est aussi un point, très très prégnant. Voilà, la temporalité, c'est, bah, on a tous, des rythmes différents. Voilà, en médiation, on se retrouve, essentiellement en médiation collective avec différentes personnes qui ont leur propre, vécu, qui en sont à un stade aussi, peut-être, différent de la manière, avec laquelle ils vivent la situation, donc c'est toute la difficulté, hein. C'est de la haute couture, je dirais, où il faut à un moment donné, pouvoir avancer ensemble avec des personnes qui aussi, n'ont pas forcément le même rythme. Donc on n'est jamais effectivement sûr qu'une médiation va porter ses fruits, mais ce que je dirais en plus de ce que je viens déjà d'évoquer, c'est que la, mmh, les effets de la médiation sont pas nécessairement, immédiats et concrets. C'est-à-dire que, et Catherine en parlait tout à l'heure, ça m'est arrivé, hein, d'avoir des médiations qui ne débouchent pas sur une rencontre, c'est-à-dire qu'on s'arrête au stade des entretiens, préparatoires. Pour autant, ça fait bouger les lignes, voilà, parce que les personnes se sont, déjà durant les entretiens préparatoires, heu, posé des questions, ont déjà, démarré une forme de démarche qui les met au travail, et rien que ça, déjà, ça peut, faire avancer les choses. Donc et mmh et à l'inverse, hein, des situations qui très rapidement pourraient évoluer, des fois de manière un peu trop rapide. Moi, je suis souvent un peu, perplexe et inquiet quand je vois ça, parce que, bah, ça peut ne pas être, très pérenne, voilà, et il peut, y avoir, voilà, on est monté vite au sommet, mais derrière il y a la descente qui s'amorce. Donc très compliqué de dire effectivement, est-ce que, une médiation va toujours mener au succès? Ça dépend essentiellement de l'envie des acteurs et de ce désir à vraiment vouloir, sortir de cette situation-là, et nous, on est là pour les accompagner et leur donner, je dirais, un cadre de travail, un cadre d'action qui va leur permettre de développer leur potentiel, dans cette envie-là. Ouais, il n'y a pas, toi qui travailles dans le marketing, Céline, il n'y a pas de chiffres qui disent ça marche pas, statistiquement, on peut, voilà. C'est l'humain Ah, et l'humain, sur c'est compliqué. combien de médiations avez-vous fait sur l'année écoulée et combien ont eu C'est ça, un résultat positif? voilà. C'est souvent C'est la un peu demande plus d'ailleurs, compliqué que ça. voilà, c'est souvent la demande de managers de temps en temps en disant: «D'accord, on fait la médiation, mais est-ce que ça va marcher?» Voilà, mais bah, on ne sait pas. Alors, on a une question, mais que moi je mettrais plutôt dans un contexte un peu plus global, qui est en fait comment on fait appel à des médiateurs, sachant que la question posée également était est-ce qu'il y a un service médiation dans le cadre du CNEAP? Donc, je pense que déjà, comment on fait appel à des médiateurs et du coup, comment le CNEAP répond à ce besoin-là?
Alors, si c'est le CNEAP, généralement, c'est une question qui est posée, qui arrive au CNEAP via le secrétaire général ou son adjoint. C'est généralement comme ça qu'on sait qu'il y a des soucis, de l'accompagnement à faire. Ça peut être aussi une demande individuelle, mais cette demande individuelle demande aussi d'être étudiée parce que, bien sûr, on ne peut pas avoir directement tous les conflits, voilà, mais cette demande individuelle demande à être étudiée parce que souvent c'est un conflit plus général dans l'établissement. Mais généralement, un médiateur institutionnel, il ne va pas tout seul, voilà, tout seul suite à une demande, quoi. C'est une demande qui est étudiée en équipe. Voilà. Guillaume, Donc toi, les DREAP sont partie prenante dans cette étude ou ça se fait uniquement au niveau du secrétaire général de l'INAP? Ça fait partie des acteurs de tous les. Ça fait partie des acteurs interrogés, bien sûr. Ouais, après. Pardon. Non, mais effectivement, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais en fait, qui peut saisir, peut faire une demande, n'importe qui, je dirais, peut nous solliciter, en tout cas nous, au sein de groupe médiation. Il y a effectivement, on a un site internet, il y a nos coordonnées qui sont disponibles, qu'on pourra mettre à disposition, voilà, bien évidemment, mais toutes les requêtes sont prises en compte. Voilà. Après effectivement, comme je le disais, il y a ce travail avec le mandant et avec la personne qui va porter la proposition de médiation et puis qui va la financer. Ouais. Nous avons également une question: peut-on se former pour être médiateur? Est-ce qu'effectivement, demain, nous aurons des médiateurs dans tout le réseau? Il y a des très bonnes formations. Il y a des très bonnes formations. Au CNAM, par exemple, il y a une formation, on pourra aussi donner le lien parce que je crois que la formation, il manque encore quelques candidats. J'ai vu un appel à la session. Voilà. Il y a, je sais que l'Université catholique de Paris aussi forme à la médiation. Et puis après, il y a plusieurs formes de médiation. Il y a aussi, parce que là, nous, on est dans une médiation un peu généraliste, mais il y a aussi de la médiation familiale, il y a de la médiation auprès de la justice. Enfin, il y a beaucoup d'autres formes de médiation. On a fait le tour des questions qui ont été posées par les participants. Moi, j'en aurais une, tu le disais tout à l'heure avec mon prisme marketing peut-être. C'est quoi les critères de réussite pour une bonne médiation? Les critères de réussite, alors je ne sais pas si on peut effectivement avoir une grille comme ça établie, mais pour nous, un des indices, c'est la reprise de dialogue. Voilà, c'est la capacité déjà à se reparler. Vraiment, la médiation intervient, on l'évoquait, lorsqu'il y a une situation de blocage et lorsqu'on n'est même plus en capacité finalement de se repencher sur travaillons ensemble sur un plan d'action, travaillons ensemble tout court sur tel projet, travaillons ensemble main dans la main parce que voilà, on est obligé de travailler sur le projet d'établissement. Donc les signaux pour nous, c'est vraiment un réamorçage du dialogue. Voilà, donc la réussite et les effets de la médiation sont là. Après, ce à quoi je pense aussi là, c'est que on parle beaucoup de la médiation, de la rencontre de médiation, qui est effectivement importante en soi, puisqu'elle vient, c'est ce temps fort effectivement qui va permettre à chacun de s'exprimer et éventuellement de travailler à l'identification de solutions. Mais la médiation, elle se poursuit et elle s'accompagne aussi après. Et ça, c'est aussi un des points d'attention, un des points de travail qu'on a, en tout cas au sein de groupe médiation, c'est de se dire, voilà, ces acteurs qui ont été accompagnés, qui ont vécu des moments comme ça, forts parfois, lorsqu'ils retournent finalement à la vie, à la vie au jour le jour dans l'établissement, voilà, ça a besoin aussi de ce moment-là a besoin d'être accompagné. Donc on essaye aussi, nous, de ne pas, je dirais, partir comme ça en courant après les médiations, mais de pouvoir assurer un suivi
Ces temps finalement d'accompagnement aussi individuel avec le mandant ou avec le chef d'établissement sont très importants en fait, et ils facilitent finalement aussi la démarche énormément donc Et moi, je rajouterais que c'est aussi faire des petits, la médiation, c'est-à-dire, en fait, repérer des gens qui ont l'esprit médiation. Il y a des gens qui sont, en fait, f pas formés forcément, mais qui peuvent, en fait, qui ont des capacités à, pouvoir écouter, à remettre au travail, des gens qui sont en conflit. Et je trouve que ça, c'est aussi, de faire une médiation, c'est aussi donner, des envies aux autres. Voilà. mmh. Une dernière question qui vient d'apparaître. Est-ce qu'après une médiation, on arrive à retrouver un climat sain et naturel et normal entre les personnes? Bah, oui, c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif effectivement de pouvoir, alors dire que tout sera comme avant, je ne sais pas si on peut dire que tout sera comme avant, effectivement, mais par contre les choses auront été, heu, seront nécessairement différentes, seront abordées de manière différente, et puis, certaines choses auront pu être dites, auront pu être entendues, et donc tout ça, ça participe nécessairement à faire avancer les choses donc heu, oui, oui, j'ai j'espère, je sais pas toi Catherine, ce que tu en Ah dirais, si, mais si, 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 mais ça peut en effet mettre du temps, mais en tout cas, repartir sur de bonnes bases ou arrêter des conflits, très anciens parce qu'on sait que ces conflits ne seront pas forcément, voilà et repartir sur d'autres bases, c'est ça, mmh, la c'est relation saine. non, et puis ça Nous avons fait le, nous avons fait le tour des questions. Il y en a une qui est sur le lien pour les formations. Et je pense qu'on le mettra. Ouais, Catherine donnera les ouais. informations à Maud quand elle vous enverra le replay et vous aurez Mmh. le lien vers les formations possibles. Il me reste à vous remercier tous les deux de ce webinaire très, très enrichissant et très instructif, en tout cas à minima pour moi qui ne connaissais pas. Et j'espère également pour tous nos participants aujourd'hui. Et puis, vous donnez rendez-vous la semaine prochaine, donc sur un prochain webinaire sur le numérique éducatif et comment le réseau tisseur vous accompagne. Donc, jeudi prochain, 17h. Voilà, même jour, même heure, comme tous les jeudis du CNEAP, le numérique éducatif. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, au revoir. merci beaucoup. Au revoir.